Bien, rebonjour. Avant de vous donner les résultats puis les questions et les indicateurs utilisés à ce chapitre, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous indiquer un peu le cadre de référence qui était le nôtre. Le chapitre 4, c'est un chapitre central parce on va en reparler beaucoup dans le chapitre 5 et suivant, notamment sur la section qui apparaît à droite, les conséquences sur la santé mentale et les troubles musculo-squelettiques. En gros, c'est un cadre de référence qui est tiré de NIOSH. NIOSH, c'est je vais dire, je fais plaisir aux gens de l'IRSST, c'est la grosse IRSST américaine. C'est le National Institute for Occupational Safety and Health. C'est une organisation qui est très crédible, qui est attachée au Center for CDC, Center for Disease Control aux États-Unis. Et on voit bien, à gauche, d'une part, c'est l'objet de ma présentation, les contraintes psychosociales ou les contraintes organisationnelles de travail, comment, évidemment, en tenant compte des variations individuelles, peuvent entraîner un risque accru d'accident de travail. On verra dans le chapitre 8 tout à l'heure, d'accidents de maladies mentales ou de problèmes de santé mentale, on verra dans le chapitre 9, et aussi également des troubles musculo-squelettiques, ce que Suzanne va nous présenter au niveau du chapitre 7. Ça fait penser aussi au cadre de référence qu'on avait tantôt pour l'ensemble de l'enquête. Donc, pourquoi on a fait ces choix? On a mesuré certaines contraintes psychosociales ou organisationnelles de travail. Pourquoi on les a fait? Mais ce n'est pas fait parce que ça nous intéressait personnellement, évidemment, en partie, mais parce que c'était des contraintes qui étaient largement documentées à travers le monde. Depuis une trentaine d'années, de multiples enquêtes ont montré l'importance de certaines contraintes. On avait, on vous l'a dit tout à l'heure, 25 minutes d'entrevue au téléphone pour ramasser beaucoup de données. Si on avait trop ramassé de données, on perd des joueurs, les gens abandonnent avant la fin. Donc, il a fallu se restreindre aux contraintes majeures, aux contraintes largement documentées. Et c'est ce que j'appelle les dimensions critiques. Il y a 4 dimensions critiques reconnues à travers le monde. Pas juste aux États-Unis, au Canada, en Europe, mais aussi en Asie, qui apparaissent régulièrement. La première, c'est ce qu'on appelle la demande psychologique ou la charge de travail. Une charge de travail élevée, une charge de travail trop importante, peut entraîner des problèmes de nature que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Également, la latitude décisionnelle. La latitude décisionnelle, c'est l'autonomie, l'autorité que vous avez sur ce que vous avez, sur le travail à faire, mais aussi la capacité d'être créatif, d'être inventif, d'utiliser vos habiletés et d'en développer de nouvelles. Le troisième facteur, ou la troisième dimension critique, c'est ce qu'on appelle le soutien social, c'est-à-dire l'aide et la collaboration que vous avez ou n'avez pas en milieu de travail de la part de vos collègues ou de la part du supérieur. Donc, si on parle souvent d'esprit d'équipe à ce niveau-là, comment est-ce que le travail peut se faire de façon peut-être aidée lorsqu'on fait face à des difficultés. Et finalement, le dernier modèle, c'est le déséquilibre entre les efforts et la reconnaissance. Dans quelle mesure le travail, l'effort que vous investissez au travail est reconnu monétairement en fonction du salaire, reconnu socialement, localement en fonction de l'estime et du respect dont vous bénéficiez ou non au travail, et reconnu au plan organisationnel, reconnu en termes de sécurité d'emploi, en termes de perspectives de promotion dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment des dimensions précises qui sont reconnues critiques. Comment est-ce qu'on les a mesurées? Donc, je donne des exemples de questions ici. On verra tantôt que chacune de ces 4 dimensions-là était mesurée par un indicateur. Mais voici un exemple. Au niveau de la latitude décisionnelle, je n'ai pas seulement d'influence sur la façon dont les choses se passent à mon travail. Et il y avait une réponse entre tout à fait d'accord ou tout à fait en désaccord. La demande psychologique, la charge de travail. On me demande de faire une quantité excessive de travail. Le soutien social au travail. Mon supérieur immédiat facilite la réalisation du travail. Mais il y a une autre question aussi qui dit mes collègues facilitent la réalisation de mon travail. Et finalement, la reconnaissance au travail. Vu tous mes efforts en réalisation, je reçois le respect et l'estime que je mérite à mon travail. Et là, les indicateurs, comment est-ce qu'on les construit? On regroupe plusieurs questions. L'indicateur latitude décisionnelle, il y a 5 questions du même genre que celle que je vous ai mentionnée tantôt qui mesurent ce concept-là, cette dimension-là. Demande psychologique, on a utilisé 6 questions pour construire un indicateur de charge ou de demande élevée. Le soutien social au travail, c'est 7 questions. Ça se divise en soutien social des collègues et soutien social du supérieur. Il y a 3 questions pour le soutien social du supérieur et 4 pour le collègue, ou l'inverse plutôt. La reconnaissance au travail, il y a 8 questions. Et voici comment on procède pour construire l'indicateur. Rapidement, pour chacun des énoncés, je vous ai donné un exemple tantôt pour un énoncé pour chacune des dimensions, mais il y a 5, 6, 7 et 8 énoncés comme ceux-là. Pour chacun des énoncés, il y a un choix de réponse entre 1 fortement désaccord
en désaccord, d'accord et fortement d'accord. Et là, on a un score. Selon ce que les gens répondent, on leur attribue un point qui va de 0, 1, 2, 3. Et avec cette façon-là, selon, par exemple, pour ce qui est de l'étude, pour ce qui est de la demande psychologique, vous avez un score maximum de 18 si les gens répondent tout à fait d'accord à chacune des questions. Évidemment, il y a des réponses qui sont inversées en fonction du caractère positif ou négatif de l'affirmation. Et là, on construit l'indice à partir de l'addition de la cote. Donc, et là, on classe les répondants en deux, élevé ou faible, selon le score médian, selon la médiane. On aurait pu le faire autrement, et on verra que dans les analyses complémentaires, on peut faire, en fonction des terciles, un tiers chacun des tiers des répondants. Donc, les autres indicateurs, les autres mesures qu'on a utilisées, c'est une combinaison des indicateurs. Il y a une combinaison bien reconnue à travers le monde qui s'appelle la tension au travail, ou comme les Français appellent le job strain. Une combinaison de demande élevée et l'attitude décisionnelle faible. Ça, c'est une combinaison d'indicateurs. Il y a une troisième combinaison, une autre combinaison, une deuxième qui combine trois indicateurs. Là, vraiment, l'individu qui est exposé à ça est en mauvaise position. Il a une demande, il a la tension au travail, donc il a une demande élevée, soutien faible, demande élevée, l'attitude faible et aussi soutien faible. Et le déséquilibre effort-reconnaissance, c'est pour chaque individu, indépendamment de la médiane. On mesure un score au numérateur qui est la charge de travail, la demande psychologique, et au dénominateur, la reconnaissance. Donc, toute personne qui a une charge plus élevée que la reconnaissance a un score plus grand que 1, 1 ou plus grand que 1. Donc, tous ceux qui ont un score plus grand que 1 sont considérés comme étant exposés à un déséquilibre entre l'énergie, l'effort qu'ils fournissent et la reconnaissance qu'ils ont en retour. On a ajouté, je vous disais tantôt, on s'est concentré sur les dimensions critiques, mais on est allé aussi un peu repérer certaines autres dimensions qui sont connues, mais qui touchent aussi à la nature du travail. Donc, il y avait une question sur le travail émotionnellement exigeant. Mon travail est émotionnellement exigeant, donc les gens sont fortement en désaccord jusqu'à fortement d'accord, et de la même façon que tantôt, on construit un score de 0 à 3. Les vivre des situations de tension avec le public. Là, c'était plus en termes de fréquence plutôt qu'en termes d'accord, donc jamais jusqu'à tout le temps. Et dernière question, avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité, toujours ici en score de fréquence entre jamais et tout le temps. Et ça réfère à une littérature de plus en plus émergente et développée dans la littérature sur le fait de devoir tourner les coins ronds, devoir faire un travail de mauvaise qualité, devoir faire un travail qui ne répond pas à votre conscience professionnelle. C'est très important dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'éducation notamment, où ça apparaît comme étant plus élevé, comme prévalence. Donc ici, je vous donne rapidement la prévalence des expositions aux indicateurs d'environnement organisationnel, des exemples d'indicateurs. Je ne voulais pas tous les présenter parce que je ne vais pas vous assommer avant la pause. Donc, d'abord, la reconnaissance au travail, mais c'est près de la médiane, comme on dit, c'est à 40 et 43. Et là, l'intérêt des équipes effort-reconnaissance, qui est un indicateur très important. On voit toujours un peu plus important chez les femmes que chez les hommes. 22 à 27, presque 28 chez les femmes. Et d'avoir à faire un travail émotionnellement exigeant, c'est quand même assez élevé, autour de 50 45 pour les hommes, 52 pour les femmes. Devoir vivre des situations de tension avec le public, c'est autour de 20 19 chez les hommes et 23 chez les femmes. Rapidement, pour terminer, Suzanne va vous en reparler tout à l'heure cet après-midi, cet après-midi et tout à l'heure sur ce qui est des troubles musculo-squelettiques. On a construit, elle, avec son équipe, a construit des mesures de contraintes physiques du travail autour de 9 postures, 9 postures qui sont contraignantes. Donc, devoir travailler les mains toujours au-dessus de la tête, devoir travailler le dos penché, devoir exécuter des gestes répétitifs, devoir faire des gestes de précision, devoir avoir des efforts importants à faire au travail, manutention de charges lourdes, être exposé à des vibrations aux mains et bras ou des vibrations au corps entier, et avoir des postures debout sans ou avec ou non possibilité de s'asseoir. Évidemment, on a construit ces contraintes. À partir des contraintes, on a construit un indice de cumul de contraintes physiques qui vont de 1 à 9. Donc, le choix des réponses, c'est les personnes qui sont exposées à aucune de ces contraintes, 0. Personnes exposées à 1 à 3 de ces contraintes et les personnes exposées à 4 ou plus de ces contraintes. Évidemment, on a aussi des indices plus spécifiques pour les maux de dos qui réfèrent aux contraintes 2, 4, 5, 6, 8 et 9, certaines de ces contraintes-là, et un indice cumul de relatif aux membres supérieurs, des contraintes encore là plus ciblées, et c'est toujours la même chose, des choix entre 0, 1, 3 et plus grand que 4.
Et le travail sur ordinateur a été mesuré de façon spécifique, de même que le fait d'être exposé à un bruit important et à des solvants. Rapidement, le score de cumul des contraintes physiques, on voit ici. Aucune contrainte, c'est autour de 25% des personnes, pas de différence ou peu au niveau du sexe. Les personnes exposées à 1 à 3 contraintes, c'est autour de 50%, toujours plus élevé chez les femmes que chez les hommes. C'est surprenant parce que quand on parle de contraintes physiques, on pense davantage au travail masculin, au travail manuel. Enfin, la combinaison dangereuse, la combinaison la plus importante, la plus pathogène en termes d'impact sur la santé, c'est être exposé à 4 contraintes ou plus. Et là encore, c'est près de 25%, près du quart. Et là, c'est les hommes qui sont plus exposés que les femmes. Je termine là-dessus et je vous remercie de votre attention.